Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que, je sais pas pour vous, mais moi cette semaine, j'ai repensé à une question que je me suis posée il y a quelques années en arrière. Et cette question, c'était comment vais-je tenir dans mon job jusqu'à la retraite? À l'époque, j'avais 25 ans, salarié. J'ai toujours su que je ne voulais travailler pour personne d'autre que moi-même. Sauf que comme pour la majorité d'entre nous, eh bien, je me disais que si j'arrêtais, si je posais ma démission, si je quittais ce poste, je ne m'en sortirais jamais. Que je ne vaudrais plus rien compte tenu de ce que la société attend de moi, attend de nous. Que sans ce statut de salarié, sans cette structure autour de moi, je n'existais plus vraiment aux yeux des autres et peut-être même à mes propres yeux. Et me voilà, 13 ans plus tard, à mon compte, fière d'avoir construit quelque chose qui me ressemble. Mais je vous le dis, la transition entre les deux a été tout sauf confortable. Encore aujourd'hui, je vous avoue que j'ai des moments durant lesquels je me sens tellement accablée par les charges, merci l'URSSAF, parfois par l'instabilité, que je me surprends à me dire « et si les autres avaient raison? Et si je retournais dans le salariat pour me sécuriser ?» Le système et les gens autour de nous sont forts pour nous enfermer dans certaines croyances et nous faire croire qu'aucune autre issue n'existe. Et c'est justement de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, de ces schémas répétitifs, de ces mécanismes inconscients, de ces loyautés invisibles qui nous font rester dans des situations qui ne nous conviennent plus, qui nous laissent croire que nous n'avons pas le choix, que nous ne pouvons pas faire autrement. Et c'est cela qui m'amène à vous poser les questions qui font mal, je sais, mais qui sont nécessaires et qui sont: quelle part de vous-même, quels rêves, quels espoirs avez-vous abandonné pour ne pas vous mettre les autres à dos, pour maintenir un semblant de stabilité, pour être aimé, pour correspondre à ce que tout le monde attendait de vous? À quoi avez-vous renoncé? Qu'avez-vous arrêté de dire? Qu'avez-vous cessé de vouloir, de demander pour que votre couple tienne, pour ne pas perdre votre job, pour que la paix familiale soit maintenue? Qu'avez-vous sacrifié de plus précieux pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui? Vous savez, dès le plus jeune âge, on nous a appris qu'il fallait être loyal, qu'il fallait rester, tenir, se sacrifier. On nous a dit que la constance était à valoriser, que la persévérance était une qualité, et on nous a affirmé que c'était de cette manière que l'on construirait quelque chose de solide. Mais ce qu'on ne nous a jamais appris, c'est à prendre conscience de ce que ça nous coûte réellement. Et je ne parle pas d'un coût financier, bien que ce soit parfois le cas, mais je parle davantage de l'énergie, de la santé mentale ou physique, du respect de soi que tout cela nous coûte. Car soyons honnêtes, qui a envie de se lever tous les matins de l'âge de 3 ans jusqu'à 65 pour mener une existence qui ne lui correspond pas? Qui a envie de se coucher le dimanche soir avec la boule à l'estomac parce qu'il faut faire semblant le lendemain? Parce qu'il faudra se taire encore, accepter encore, subir encore? Parce que c'est la vie qui veut ça. Parce que nous n'avons pas le choix. Sauf que rester dans une relation, un travail qui nous tire vers le bas, revient à trahir notre propre expansion et à renier la personne que nous sommes destinés à devenir. Alors je suis certaine que vous vous dites « Ok, je sais déjà tout ça, mais pourquoi est-ce si difficile de partir? Pourquoi restons-nous des années, parfois des décennies, dans des situations dont on sait qu'elles ne nous conviennent plus, qu'elles nous détruisent, alors même que nous avons potentiellement les ressources pour faire autrement ?» Eh bien, je vais vous répondre en vous racontant ce que j'observe chez les personnes qui passent dans mon cabinet. Parce qu'il y a de tout. Il y a des gens brillants qui réussissent et qui ne comprennent pas pourquoi ils se sentent aussi vides. Il y a des gens complètement perdus qui ne savent plus où ils en sont. Il y a des gens épuisés qui tiennent encore debout mais on ne sait pas trop comment. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir tout et des gens qui ont l'impression de n'avoir plus rien. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils restent coincés dans quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier. Ils tournent en rond, ils reproduisent les mêmes schémas encore et encore sans comprendre pourquoi. Et quand on creuse ensemble ce qui se passe vraiment, on se rend compte que le problème n'est pas une question de logique, de courage ou de volonté. C'est un problème de conditionnement. Un conditionnement qui a débuté bien avant qu'ils aient l'âge de comprendre ce qui leur arrivait. Regardez la manière dont certains parents projettent leurs attentes sur un enfant qui n'a même pas été conçu. Avant même son arrivée au monde, on attend de lui qu'il ressemble à telle personne, qu'il répare le couple, qu'il légitime l'adulte dans un nouveau rôle, qu'il rende les autres heureux, qu'il naisse beau et en bonne santé. L'enfant n'est même pas encore né, qu'il porte déjà une mission. Parfois celle de réussir, là où d'autres ont échoué, de perpétuer le nom de famille, les traditions, ou de rattraper les erreurs des générations passées. Et puis l'enfant arrive au monde. Et là, commence un long apprentissage qui n'a rien à voir avec ce que l'on croit lui transmettre. On pense lui apprendre la politesse, le respect, la vie en société, mais ce qu'on lui enseigne en réalité, c'est à se couper de lui-même pour correspondre à ce que l'on attend de lui.
Très tôt, on lui demande d'embrasser des gens qu'il n'a pas envie d'embrasser, de sourire quand il n'en a pas envie, de rester tranquille quand tout son corps lui demande de se dépenser, de se taire quand il aurait toutes les raisons de s'exprimer. Et il apprend vite, parce que c'est une question de survie affective. Ensuite, il y a une autre étape, la crèche, l'école. Il doit se séparer de ses parents alors qu'il aurait encore besoin d'eux. Il doit apprendre à partager son espace avec des enfants qu'il n'a pas choisis. Il doit contenir ses besoins les plus élémentaires, comme boire ou aller aux toilettes, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il faut attendre la récréation. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais je me rappelle de ce camarade de classe au CP qui a demandé à la maîtresse d'aller aux toilettes, et elle lui a interdit parce que ce n'était pas le moment, il s'est fait pipi dessus devant tout le monde. Et s'en sont suivis des jours et des jours de harcèlement de la part d'autres camarades. Pourquoi ? Parce qu'on nous fait comprendre que notre capacité à nous retenir est un signe de maturité. À 4 ans, s'il vous plaît. Qu'un enfant qui se contrôle est un enfant qui grandit bien. Alors il intègre que ses besoins à lui passent après, qu'ils ne sont pas prioritaires et parfois même qu'ils dérangent. Et ça ne s'arrête pas là, parce que quelques années plus tard, on lui demande de choisir une orientation, de décider de ce qu'il veut faire dans sa vie alors qu'il est encore en train de se construire, alors qu'il n'a même pas eu le temps de connaître, d'explorer, de se tromper. On lui demande de tracer un avenir à un âge où il devrait encore avoir le droit de ne pas savoir. Et tout au long de ce parcours, se grave en lui la croyance selon laquelle, pour être aimé, pour être accepté, pour avoir sa place, il faut rentrer dans le moule, il faut répondre aux attentes, et il faut faire passer les autres avant soi. Et le problème de cette croyance, c'est qu'elle ne disparaît pas avec l'âge, elle s'enracine, elle devient normale, elle nous fait devenir qui nous sommes. Et ce qui est troublant, c'est qu'à l'âge adulte, cette suradaptation continue de fonctionner, sauf qu'elle ne nous protège plus, elle nous enferme. À l'époque, ce mécanisme était nécessaire car il a permis à l'enfant de survivre dans son environnement, de trouver sa place, d'obtenir l'amour dont il avait besoin ou de se protéger dans un milieu hostile voire violent. Mais aujourd'hui, cet enfant a grandi. Il a 35, 45, 50 ans, parfois plus, et il continue d'obéir aux mêmes règles sans que personne ne lui ait jamais dit qu'il avait le droit de faire autrement. Et je le vois en permanence dans mon travail. Des adultes qui fonctionnent encore avec les mêmes réflexes que ceux qu'ils avaient à l'âge de 8 ans, qui cherchent l'approbation comme s'ils risquaient encore d'être punis. Des gens qui n'osent pas dire non parce que quelque part en eux, il y a cette peur ancienne d'être blessés, rejetés, de décevoir, de perdre l'amour de l'adulte s'ils affirment ce qu'ils veulent vraiment. Et ce n'est pas une question de milieu social. J'accompagne des particuliers, mais aussi des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs, des gens qui prennent des décisions lourdes de conséquences tous les jours, qui portent des équipes entières sur leurs épaules, des gens que l'on imagine libres, autonomes, maîtres de leur vie. Et pourtant, quand on va gratter sous la couche de vernis, on trouve toujours presque la même chose. Un enfant qui a compris très tôt que pour exister, il fallait performer, que pour être aimé, il fallait être irréprochable, que pour mériter sa place, il fallait toujours en faire plus. Mais surtout que cet enfant n'a pas disparu à l'âge adulte. Il est toujours là, il pilote en silence. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet enfant porte un costume. Il a un titre sur des cartes de visite, il dirige une boîte ou un service, il se marie, il assume un foyer, des responsabilités. Et il continue de se demander chaque jour s'il en fait assez, s'il est vraiment à la hauteur, si on ne va pas finir par découvrir qu'il n'est pas aussi compétent qu'il en a l'air. Et c'est épuisant. Parce que cette course-là n'a pas de ligne d'arrivée. Parce que quoi qu'il accomplisse, ce n'est jamais suffisant à ses propres yeux. Et ce qu'il se passe avec le temps, c'est que cette violence-là, et oui, je persiste et je signe à dire que c'est une violence, même si elle ne dit pas son nom, même si elle a été normalisée, et même si tout le monde l'a subie à des degrés différents, cette violence prend deux formes. C'est soit elle se retourne contre soi, soit elle se répète contre les autres. Il y a ceux qui intériorisent. Et chez eux, le regard des autres finit par devenir vérité absolue. Ils n'ont même plus besoin que quelqu'un les juge ou les critique de l'extérieur, ils le font eux-mêmes en continu, avec une dureté qu'ils n'auraient jamais envers quelqu'un d'autre. Ils s'autoflagellent, ils s'épuisent à essayer d'être parfaits, et à partir de là, ils ne choisissent plus vraiment leur vie, ils la subissent en se disant que c'est normal, que c'est comme ça et que tout le monde fait pareil. Et puis il y a ceux qui l'extériorisent, et chez eux, ça prend la forme de l'exigence, du contrôle, parfois même de la domination. Ils reproduisent sur leurs conjoints, leurs enfants, leurs équipes, ce qu'on leur a fait subir à eux. Et non pas par méchanceté, mais parce que c'est le seul modèle qu'ils connaissent, parce que personne ne leur a montré qu'on pouvait fonctionner autrement. Et dans ces deux cas, ça se retourne soit contre les autres. C'est le même mécanisme à l'œuvre, c'est la même blessure qui n'a jamais été regardée en face, c'est le même conditionnement qui persiste.
Et c'est là que je vais vous proposer de prendre un petit carnet pour noter les quelques questions que je vais vous poser. Et je vais vous demander d'être honnête avec vous-même. Ok? D'où viennent les règles que vous suivez au quotidien? Celles qui vous font rester dans ce job, dans ce couple, dans cette dynamique familiale. D'où vient votre définition de la réussite, du bonheur, de l'amour? D'où vient votre manière d'aimer, de vous laisser aimer ou pas? D'où vient ce besoin de tout contrôler ou au contraire de vous effacer? Est-ce que ce sont des choix que vous avez faits en conscience ou est-ce que ce sont des croyances héritées que vous portez depuis l'enfance sans jamais les avoir questionnées? Vraiment noter ces questions, je les trouve super importantes. Elles ne constituent pas un accompagnement, mais elles donnent des pistes de réflexion parce que beaucoup de gens que je vois réalisent parfois à 40 ans, parfois plus, qu'ils ont passé leur vie à courir après un idéal qui n'était pas le leur. Derrière une idée du succès, une manière d'être en couple, une façon de fonctionner en famille, un rapport au travail qu'ils n'ont jamais remis en question. Et le pire, c'est qu'ils ont parfois coché toutes les cases. Ils ont respecté les étapes, atteint les objectifs, obtenu des promotions, acheté la maison, eu les enfants. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, ils ont aimé comme on leur a appris à aimer, ils ont donné comme on leur a appris à donner, ils se sont tus comme on leur a appris à se taire, sans jamais se demander si c'était vraiment ce qu'ils voulaient, si c'était vraiment comme ça qu'ils avaient envie de vivre leur vie. Et la difficulté, c'est que quand cette prise de conscience arrive, elle fait l'effet d'une bombe, parce qu'on réalise qu'on a passé des années à construire quelque chose qui ne nous ressemble pas. On a passé des années à essayer de devenir quelqu'un qu'on n'a jamais choisi d'être. Peut-être que ce que je vais décrire, vous l'avez peut-être vécu, peut-être que vous le vivez, mais dans mes accompagnements, mais même autour de moi, je vois beaucoup de couples qui durent, qui ont l'air solides de l'extérieur, mais qui n'évoluent plus. Les sujets importants ne sont plus abordés. Les conversations de fond n'ont plus lieu. Les ajustements nécessaires ne sont plus faits. Chacun occupe une place bien définie et le silence s'installe. Et je ne parle pas du silence confortable de deux personnes qui n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Je parle du silence qui est utilisé pour éviter les sujets délicats, ou encore celui que l'on impose pour ne pas avoir à entendre les reproches que l'autre a à nous faire. Parce que derrière ce silence, il y a la peur. La peur que l'autre s'en aille, se renferme, nous rejette, si on décide de dire ce que l'on pense. Alors on passe tout sous silence, on se tait, on ravale nos colères, nos désaccords, on fait comme si tout allait bien, on s'arrange avec la frustration, on négocie avec le manque, on compose avec la violence, et on continue comme ça en se disant que c'est ça un couple qui dure. Alors qu'en réalité c'est un couple qui survit et qui se détruit. Et elles sont là les loyautés malsaines, elles sont là les loyautés qui nous maintiennent typiquement dans des relations qui ne nous nourrissent plus. Et plutôt que d'affronter, plutôt que de faire face, plutôt que de s'en défaire, eh bien on reste par peur de tout ce que je viens de citer. Et comme j'en ai pas dit assez, je vais continuer avec un autre exemple. Mais vous avez vu au sein de la famille, c'est souvent plus visible. Car aujourd'hui, on voit des adultes qui, face à leurs parents, redeviennent des gamins de 15 ans. Ils se laissent maltraiter et violenter par ceux qui étaient pourtant censés les protéger depuis le début. Ils encaissent des remarques, ils sont jugés, ils se font humilier et infantiliser au sein de cette structure familiale, alors qu'ils ne toléreraient ce genre de comportement et de choses de personne d'autre. Et ils se soumettent malgré tout. Et dans ces cas-là, on est clairement là aussi dans une loyauté malsaine, qui est elle-même un mécanisme de survie. Ces personnes-là, par exemple, se sentent obligées de répondre présentes à chaque réunion de famille, en sachant très bien qu'elles vont se faire démolir, mais elles y vont quand même, parce que la famille, c'est sacré, n'est-ce pas? Et que les parents sont intouchables. Et pour ces gens, dire non ne signifie pas poser une limite. C'est devenir ingrat, c'est devenir le traître du clan. Alors ils s'obligent à être là parce que la moindre tentative de rébellion sera immédiatement étouffée par la pression de l'entourage et la culpabilité qu'ils devront porter. Et il est là le vrai drame, c'est qu'ils s'épuisent à vouloir rester le petit garçon ou la petite fille qu'ils ou elles ont toujours été pour satisfaire le besoin de contrôle de parents qui refusent de les considérer comme des adultes, qui ne supportent pas que leurs enfants puissent avoir leur propre vision du bonheur, de la vie, du couple ou de la famille. Et voilà comment de grandes personnes sacrifient leur santé mentale et parfois physique pour maintenir un lien toxique qui en réalité ne les a jamais respectés. Et le problème, c'est qu'à force de s'adapter, de se taire, de faire passer le lien avant soi, eh bien on finit par nourrir inconsciemment les rancœurs qu'il est difficile de nommer. Et c'est là que la colère apparaît. Elle vient indiquer que les limites ont été franchies. Mais comme cette colère ne peut pas être exprimée sans risque d'être pointée du doigt et d'être perçue comme le vilain petit canard de la famille, alors elle est retenue, contenue et mise de côté. Et à partir de là,
C'est comme ce que je disais un petit peu plus tôt dans cet épisode, deux choses peuvent se produire. C'est soit cette colère se retourne contre soi, et donc elle va se manifester dans le corps, par de la fatigue, de l'irritabilité, parfois des troubles psychiques, physiques, soit elle est déplacée vers d'autres personnes, qui n'ont pourtant rien à voir avec la situation d'origine. Donc au lieu d'être exprimée à l'endroit où elle est née, elle se décharge dans le couple, sur les enfants, au travail, auprès des collègues ou des équipes. Et ce déplacement permet de soulager momentanément la tension. Mais il entretient le problème de fond puisque la colère continue d'être exprimée ailleurs que là où elle aurait besoin de l'être. Ce mécanisme ne se limite pas au couple ou à la famille. On le retrouve exactement de la même manière dans le cadre professionnel. Lorsque, par exemple, une personne qui n'a pas travaillé sur ses loyautés inconscientes reste trop longtemps dans une structure qui ne lui correspond plus, dans un poste qui ne lui apporte aucune perspective d'évolution, d'épanouissement, ou qui se trouve sous un management ou un environnement qui ne la respecte pas. Elle va utiliser les mêmes stratégies. Elle s'adapte, elle se tait, elle encaisse, elle met de côté ce qu'elle ressent pour tenir, pour ne pas faire de vagues, car vous comprenez, un CDI c'est la stabilité et que vont penser les autres de moi si je quitte mon emploi? Et puis j'ai un crédit, j'ai des enfants à nourrir. Et c'est exactement là que l'élan disparaît, que l'investissement professionnel devient mécanique. La personne fait les choses parce qu'elle doit les faire. Et parfois même, l'inconscient sabote ce que la tête refuse encore d'admettre. Et ça peut se traduire par des erreurs répétées qu'on ne s'explique pas, par une fatigue qui ne passe pas malgré le repos, par la difficulté à prendre des décisions qui auparavant semblaient évidentes. Sauf que le corps, lui, n'a pas appris à mentir. Il ne fait pas de politique ou de politesse. Il ne cherche pas à préserver les apparences. Quand vous n'écoutez pas ce qu'il se passe en vous, le corps prend le relais. Et il vous envoie des signaux qui ne s'expliquent pas toujours médicalement. Maux de dos, le cou qui se bloque, insomnie, anxiété, symptômes dépressifs. Et je vous le dis à l'avance, ne cherchez pas à régler chaque problème séparément, car ils sont souvent intrinsèquement liés. Et ils vous alertent sur le fait que les ajustements nécessaires n'ont pas été faits, que quelque chose en vous demande à être entendu. Mais au-delà des signaux corporels, il y a autre chose qui exprime très clairement cette urgence à agir. Et chez un certain nombre de personnes, ce sont les rêves, mon domaine d'expertise. Vous savez, les rêves ont un rôle très précis. C'est-à-dire que la nuit, votre inconscient fait ce que vous n'arrivez pas à faire quand vous êtes en état d'éveil. Il essaie de traiter l'information, de digérer ce qui est resté en suspens dans la journée, ce qui n'a pas pu être pensé, dit ou traversé. Et quand certaines thématiques reviennent dans les rêves, quand des scènes similaires apparaissent à plusieurs reprises, surtout lorsqu'elles sont chargées émotionnellement et qu'elles vous font vous lever du pied gauche au réveil, cela mérite de s'y attarder. Et non pas pour y plaquer une interprétation toute faite, mais parce que ces répétitions oniriques peuvent indiquer qu'il y a quelque chose qui cherche à être compris et qui n'a peut-être pas encore trouvé sa place dans le conscient ou qui n'a pas pu être élaboré dans la vie quotidienne. Et c'est ce travail d'analyse qui, au-delà de révéler ces loyautés toxiques, permet d'agir à la source. Et là, je vous vois arriver, Myriam, maintenant que l'on a posé tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, sortir de ces schémas, et je tiens à être claire là-dessus, ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire quitter son job lundi matin, divorcer la semaine prochaine, couper les ponts avec sa famille, sauf cas de violence, bien entendu. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais ça signifie commencer par clarifier. Prends le temps de distinguer ce qui relève d'un mécanisme de survie devenu obsolète et qui n'a donc plus lieu d'être, et de ce qui relève d'un choix actuel, conscient, assumé, que vous feriez aujourd'hui en connaissance de cause. Et je ne vais pas vous mentir, cette phase de clarification passe souvent par une phase d'inconfort et de déstabilisation. Car lorsqu'on commence à questionner des fonctionnements au sein du couple, de la famille, du travail, qui sont là depuis des décennies, lorsqu'on commence à critiquer tout un système, eh bien au-delà de tout bousculer, cela peut carrément être violent, car les personnes autour de vous ne vont pas forcément bien réagir. Certaines vont même essayer de vous maintenir dans le système déjà en place. D'autres vont vous rejeter, vous faire du chantage et même vous menacer. Donc c'est désagréable, difficile et parfois destructeur, mais toujours nécessaire. Car c'est exactement dans cet espace, dans cet entre-deux que le travail thérapeutique prend tout son sens et que l'hypnose et le travail sur les rêves peuvent faire la différence. Et je le précise, tout ce travail n'a pas vocation à vous pousser à prendre des décisions que vous n'êtes pas prêt à prendre, à supprimer la peur comme si vous pouviez l'effacer d'un coup de baguette magique, mais au contraire, cet accompagnement vise à permettre à tout votre système, à votre corps, à votre inconscient, de comprendre qu'il n'est plus en danger et qu'il peut fonctionner autrement. Alors je vais vous laisser avec une dernière question, je vous invite à la noter, celle-là aussi, à vos carnets, et n'hésitez pas à me faire un retour soit en message privé sur mes réseaux, soit en commentaire. Et cette question c'est:
Et si la peur de décevoir n'existait plus? Si les attentes et le regard des autres ne pesaient plus sur vos épaules? Et si vous pouviez décider uniquement en fonction de ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous resteriez là où vous êtes aujourd'hui? La réponse qui vient, celle qui émerge sans effort, sans justification, sans que vous ayez besoin de vous la raconter, est souvent la plus fiable. Alors n'hésitez pas à me faire un retour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis vraiment contente qu'on ait pu explorer ça ensemble aujourd'hui et on se retrouve très vite pour continuer à aller chercher ce qui se joue en nous, là où tout ne se voit pas, mais où beaucoup de choses se décident. À bientôt.